Bonjour à tous, du coup Damien Deville, doctorant en géographie. Je vais essayer d'être assez rapide pour laisser du temps aussi à Clément de faire son intervention. Alors au fond dans ma présentation, dans ma thèse de manière générale, moi je ne travaille pas le Caire en tant que tel. Par contre il y a un concept qui fait le lien, c'est-à-dire que je m'intéresse à des territoires qui sont en forte situation de précarité et comment des gens retournent à la terre face à cette précarité. Et du coup ça décentre, je vais parler dans le micro, c'est mieux comme ça. Du coup, ça décentre en fait un concept qui peut être commun en fait à la théorie du Caire et aux recherches en géographie que je fais à l'INRA, qui est ce concept de vulnérabilité. Et ce qui m'intéresse d'autant plus personnellement dans le Caire environnemental, c'est que cette vulnérabilité est un concept commun aux humains comme aux non-humains. Et du coup, si vous voulez, ça peut décentrer également les débats écologiques, non plus seulement sur la protection de la biodiversité, mais comme ça a été évoqué ce matin par plusieurs intervenants, sur des débats davantage ontologiques, sur les façons de penser son rapport à soi-même et aux autres. Et c'est d'ailleurs, alors je me suis permis de faire le dialogue, car j'ai vu que ce colloque était aussi ancré dans des démarches sociétales. C'est ce qu'on appelle avec l'association AYA l'écologie relationnelle. Relationnelle pour remettre au cœur de la pensée et de l'action les relations qui nous unissent les uns aux autres. Écologie, car dans ces relations, les relations qui nous unissent aux non-humains doivent être remis au premier plan. Et du coup, pour exposer tout ça, je voulais vous amener dans un monde peut-être petit en soi, mais qui ouvre des questions qui peuvent faire résonance à des échelles beaucoup plus importantes, je crois, que sont les jardins de la précarité, et notamment les jardins dans la commune d'Alès, qui est dans la région que certains d'entre vous doivent connaître. Alors au fond, j'essaye de faire dans mes recherches un dialogue entre deux approches. D'abord une approche en géographie urbaine qui essaye de comprendre ce qui fait vulnérabilité à l'échelle de la commune, à l'échelle des quartiers. Alès est une ville moyenne anciennement spécialisée dans le tissu industriel qui aujourd'hui subit des dimensions de précarité qui la rendent invisible, d'une part dans les politiques publiques, mais également dans les politiques de développement régional, territorial, qui ont tendance à se centraliser autour d'une poignée de villes que sont les métropoles. Et puis à l'échelle par contre du jardin, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler cette rencontre en fait entre des populations qui sont en situation de précarité et la dynamique jardinière, donc la rencontre entre humains et non-humains qui se structure à l'échelle des jardins. J'ai beaucoup été touché par un argument que développe Anat Singh dans son dernier livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, qui dit qu'une rencontre entre humains et non-humains, ça donne un résultat qui est bien supérieur à la somme des parties. Autrement dit, un humain plus un chien, ça ne fait pas deux, ça donne beaucoup plus de choses. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces autres choses qui se créent par la rencontre. Alors d'abord, je voulais revenir très rapidement du coup sur ce qui fait la précarité à l'échelle de la ville d'Alès. Donc Alès, anciennement spécialisée dans le tissu charbonnier, qui a eu une apogée économique dans l'entre-deux-guerres, avant la Première Guerre mondiale également, qui a employé plus de 20 000 personnes dans les mines de charbon et dans la métallurgie. Les mines ont fermé, la France s'est spécialisée dans des politiques de services, dans des politiques métropolitaines, et aujourd'hui c'est une ville qui a du mal à diversifier son tissu économique. C'est bien qu'aujourd'hui à l'Est c'est 23,5% de chômage. Et puis quand on se déplace dans les rues, certains d'entre vous ont peut-être lu le dernier livre d'Olivier Razemont qui explique un peu ces mots en fait des villes petites et moyennes qui ont aujourd'hui du mal à diversifier leur activité économique. Le mot le plus impressionnant, c'est des stores BC, des panneaux avec marqué local à céder, local à louer, des boutiques qui ferment en fait dans les Champs-Élysées d'Alès, entre guillemets la rue la plus commerçante de la commune. Sur 80 boutiques, 46 sont fermées au jour d'aujourd'hui. Et là, vous voyez, on est dans une des rues les plus charmantes du vieux Alès, ou en tout cas ce qu'il en reste. Et vous voyez qu'à une heure de pointe entre midi et 2, et vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'à Alès, tout va mal. Bien au contraire, les villes moyennes sont également des villes qui ont, je crois, dans la pensée écologique en tout cas, une dimension territoriale qui sont très importantes. C'est des villes dans lesquelles peuvent s'inventer le bien vivre. À Alès, il y a quand même cette dynamique qui s'installe. C'est-à-dire que c'est une ville du sud de la France, une ville qui reste néanmoins attirante pour la catégorie des classes supérieures et moyennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces populations, elles vont pas s'installer au centre-ville d'Alès, qui a perdu son potentiel de gentrification. Elles vont plutôt s'installer dans les petits villages cévenols qui ont gardé en fait leur typicité. Donc on est face à une sorte de bicéphalie en fait entre un centre-ville qui s'appauvrit et une périphérie, les villages cévenols qui ont tendance à petit à petit s'enrichir en profitant de la dynamique positive qu'a la région du Languedoc-Roussillon. Ce qui devient intéressant, c'est de savoir comment ces deux villages en fait dialoguent à l'échelle politique, à l'échelle sociale de la commune. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fonction de la catégorie sociale qu'on va interroger,
on est sur des récits qui sont complètement différents. Si j'interroge par exemple une personne qui est devenue amie au fil du temps, une doctorante sur la ville d'Alès, pour elle, Alès c'est une ville parfaite, on est proche de la mer, proche de la montagne, c'est pas pollué, il n'y a pas trop de nuisances sonores, contrairement aux métropoles. Bref, c'est une ville où il fait bon vivre. Mais si maintenant j'interviewe finalement quelqu'un qui est issu de cette dynamique de précarité dans laquelle est plongé Alès, finalement on est sur un discours qui est très pessimiste. Bon, je ne vais pas lire en entier, mais voilà, il dit c'est vraiment la misère, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère, etc. Donc un discours qui est très fort. Là où ça devient intéressant, c'est face à cette pluralité de discours, comment la mairie se positionne dans la façon dont elle porte des politiques publiques. Et ce qu'on observe, c'est que la mairie met actuellement la totalité de son budget dans des dynamiques de construction de filières d'excellence, au fond exactement comme les métropoles. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le paquet pour attirer la classe créative, comme c'est la mode actuellement dans les métropoles. C'est-à-dire on met énormément d'argent pour attirer des populations qui ne sont pas sur Alès et qui potentiellement ne viendront jamais, en oubliant, en créant des dynamiques de vulnérabilité renforcées pour les populations qui sont d'ores et déjà sur Alès. Et du coup, ces populations, dans la plupart des cas, en fait, mettent en place des stratégies individuelles, des stratégies par elles-mêmes pour essayer de répondre à leurs besoins sociaux et économiques. Et c'est notamment le cas des jardins. Donc voilà, j'aimerais aujourd'hui, maintenant, là, très rapidement rentrer à l'échelle des jardins pour vous montrer un petit peu, au fond, ce qui se passe dans ces territoires. Je m'excuse pour cette carte qui est très mal faite, je suis nul en informatique, mais au fond, je voulais faire un découpage par quartier. Pour Alès, pour vous montrer à quel point il y a une ségrégation également spatiale dans la pauvreté d'Alès. Vous voyez qu'il y a des quartiers qui sont très pauvres, 41% de chômage. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui devient intéressant, c'est de savoir où sont les jardins par rapport à ces quartiers qui sont très pauvres. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des jardins dans les quartiers qui sont très pauvres. C'est des jardins qui sont gérés par la municipalité, qui correspondent à des politiques sociales qui sont mises en place par les villes. Et puis on a d'autres jardins, vous voyez, dans un quartier qui est au fond, qui a un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale, mais qui à l'échelle de la commune d'Alès, c'est pas si haut. Ça s'explique qu'en fait c'est l'ancien quartier agricole d'Alès, terrain non urbanisable. Aujourd'hui, les propriétaires privés, comme ils ne peuvent pas construire, valorisent leur jardin sous processus locatif à des gens qui veulent effectivement jardiner. Et puis il y a l'héritage des jardins familiaux. Moi je suis parisien malheureusement, et du coup quand je suis arrivé à Alès, je m'attendais à retrouver l'esthétisme des jardins que j'avais l'habitude de croiser en fait à Paris, type jardin partagé, type jardin collectif. En fait, on n'est pas du tout sur cette dynamique paysagère-là. On va plutôt être sur une dynamique paysagère qui amène des indicateurs paysagers de la précarité. On essaye de récupérer pas mal de choses pour gérer son jardin, et surtout on se barricade. Vous voyez comme sur la première photo. On se barricade pour 2 raisons. La première, protéger la production agricole. Ça ressort dans le discours des jardiniers, car la production agricole est tellement importante d'un point de vue économique qu'on veut la protéger contre d'éventuelles violations. Au point même que certains jardiniers investissent dans des molosses, par exemple, dans des chiens de garde qui vont protéger le jardin quand eux ne sont pas là. Mais c'est également et surtout une façon de protéger son intimité. C'est-à-dire que pour ces jardiniers, le jardin devient une extension de l'espace domestique. Et du coup, à l'intérieur de ce jardin, on espère protéger ces pratiques qui sont de l'ordre de l'intimité, qui sont de l'ordre du côté davantage privatif, familial, etc. Quand j'essaie de faire une petite typologie très rapide sur les catégories, sur les trajectoires en fait, de ces personnes qui retournent au jardin, trajectoire des personnes précaires, au fond on a 3 types de vulnérabilité dans les jardins. Des personnes qui sont tournées à la terre pour lutter contre des processus de chômage, des chômages structurants, souvent du chômage assez long. Des jardiniers qui font face à des petites retraites, anciennement classe ouvrière, qui essayent d'arrondir un petit peu les fins de mois grâce à leur jardin. Et puis une autre catégorie de jardiniers qui ne sont pas forcément dans une catégorie de vulnérabilité économique, si je prends en fait des seuils financiers ou des seuils de pauvreté, mais qui vont être plutôt dans une vulnérabilité sociale. Par exemple, un cancer du sein, un fils décédé dans un accident de voiture, qui va faire que le jardin est une activité thérapeutique pour eux. À Alès, en fait, souvent, le jardin est une réponse à une mise en précarité. En fait, c'est lorsqu'on a été plongé dans la précarité qu'on va essayer de retourner à la terre. Voilà, grosso modo. Bon, il y a des parcours plus complexes, mais c'était pour donner une trajectoire un petit peu globale. Puis bon, quand on adore un peu le jardin, les plantes comme moi, quand on voit ces jardins, on n'a qu'une seule envie, c'est de toquer aux barricades là, pour aller voir ce qui se passe derrière, au fond. Bon, j'ai de la chance, ma thèse me permet de faire ça. Et au fond, ce que j'observe à travers les pratiques des jardiniers, à travers les discours des jardiniers, c'est que cette dimension économique,
elle est très importante effectivement quand les jardiniers retournent à la terre, au point même que, comme vous pouvez le voir sur la photo, la totalité des jardins, qui sont parfois assez grands, là c'est 800 mètres carrés le jardin, est réservée à la production agricole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un apprentissage qui se met en place. Et qu'au fil de la pratique, au fil des années, cette motivation économique devient indissociable de toute une série de motivations. D'ordre social, par exemple, quelqu'un qui m'a fait voir ça, c'est Baba, qui m'a dit un jour, quelqu'un d'origine algérienne, qui m'a dit tu vois Damien, moi avant j'étais au bistrot toute la journée, aujourd'hui je vends des pieds de menthe auprès de la communauté algérienne. Pour l'image qu'il a de lui-même et pour l'image qu'il renvoie auprès de sa communauté. Ça change tout, au fond. Il y a également une dimension paysagère qui est très forte. Dans le discours des jardiniers, il y a une opposition très forte entre les HLM dans lesquels ils vivent et la dimension de bien-être qui se crée dans l'espace du jardin. Et puis il y a une dimension encore plus forte qui est de construire un travail qui nous est propre. Et là il y a une opposition très forte entre l'ancien travail jugé souvent aliénant qu'on a pu avoir à l'usine et le travail davantage libertaire qu'on peut avoir dans les jardins. Une liberté d'ailleurs qui parfois entraîne des pratiques qui ne sont pas très durables. Cette dimension du travail, elle m'a beaucoup influencé dans le cadre de ma thèse et j'ai essayé de comprendre au fond, est-ce que ces jardins permettaient à ces personnes en situation de vulnérabilité de sortir de la vulnérabilité. Moi j'avais un peu beaucoup cette hypothèse en commençant ma thèse et j'ai observé qu'au fond, pas tellement. Pas tellement pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, comme vous avez pu voir sur les photos, les jardins font l'objet d'une privatisation qui est très forte. C'est-à-dire que les jardiniers s'approprient un espace à titre individuel pour répondre plus ou moins uniquement à leurs besoins individuels. Si par exemple ces espaces étaient réintégrés dans des politiques publiques de création d'un espace collectif public, ça concerne ces espaces agricoles toucheraient au fond plus de monde. Mais également et surtout que c'est parce que ces jardiniers, dans leur trajectoire sociologique, en fait, s'enferment un petit peu dans la pratique agricole. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de chercher un emploi. Et ces jardins ne vont jamais rapporter plus en fait qu'un SMIC. Du coup, il y a un cercle où en fait ces jardiniers s'enferment quelque part à travers le jardin dans la précarité. Du coup, dans ces jardins, c'est pas tellement l'égalité qui se joue en fait, c'est davantage la liberté. Et ça, j'ai mis du temps un petit peu à le voir. C'est une dynamique libertaire nouvelle dans la façon de penser l'habitat urbain, dans la façon de penser le travail, dans la façon de penser le lien entre humain et non humain. Alors pour cette présentation, j'ai essayé en fait de faire résonner ces espaces de liberté avec ce qui pourrait être relié au care environnemental. Alors la première dimension, c'est au fond, je l'ai déjà cité, c'est de se réapproprier les espaces collectifs de la ville. Lefebvre disait au fond, dans les villes libérales d'aujourd'hui, on a mis l'habiter uniquement dans l'habitat. C'est-à-dire qu'on a réservé ce qui était de l'ordre de l'appropriation aux appartements, aux maisons. Et on s'approprie très peu, en fait, l'espace public. À travers ces pratiques créatives, ces pratiques libertaires que sont les jardins, en fait, ça ouvre en fait, des réflexions sur la création de communs, sur la création d'espaces de créativité commune à l'échelle urbaine. Et la deuxième, qui est, je crois, très forte, c'est au fond comment, à travers la lutte contre la vulnérabilité, on peut inscrire des trajectoires émancipatrices en construisant bien sûr de nouvelles relations avec le non-humain, en luttant également contre les violences symboliques que sont les villes. On parle beaucoup des violences physiques qu'il peut y avoir en ville, on parle un peu moins des violences symboliques. Michel Serres, dans son dernier livre, explique ça, que si on demande à 50% en fait, des populations urbaines s'ils voudraient vivre à la campagne, la plupart disent oui. En fait. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'on a des chaînes en fait, qui nous relient à la ville pour plein de raisons. Jouir des opportunités professionnelles, jouir d'une densité culturelle, d'une densité sociale, etc. Cette violence, on la retrouve un petit peu également dans ces villes moyennes en crise. Les jardins sont quelque part une sorte d'échappatoire. Et la dernière réflexion que je voulais amener, c'est dans le care environnemental, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle relation qui peut s'instaurer entre le mini-chercheur, le mini-doctorant que je suis, et les jardiniers? C'est très dur d'approcher des populations pauvres, surtout quand on n'est nous-mêmes pas issus, entre guillemets, de cette classe sociale. Et je me suis rendu compte sur le tard à quel point j'étais une caricature de moi-même comme quand j'essayais de les approcher. J'y allais, je me présentais en disant bonjour, je suis doctorant à l'université Paul Valéry, je m'intéresse au jardin en ville, avec mon phrasé, avec mon parler. Il y avait, en fait, j'instaurais, sans le savoir, sans le vouloir, une distance sociale qui était finalement très forte, quoi. Il me manquait juste le petit polo Lacoste et puis vraiment j'étais catégorisé. Et ça m'a fermé pas mal de portes en fait, mais ça me ferme toujours de portes, c'est très dur à approcher ces jardiniers. J'ai changé un peu de stratégie et j'allais les voir en disant j'ai envie d'apprendre à jardiner. Et là ça m'ouvrait en fait beaucoup plus de portes. Et enfin une question moi qui m'anime beaucoup en fait, qui est plus une montée en théorie, c'est au fond à travers ces espaces de rencontre entre humains et non humains, c'est comment on peut créer des mondes qui puissent abriter plusieurs mondes, en fait comment on repositionne
le débat politique, le débat de la pensée, en fait, également. Le débat de la pensée écologique, non plus uniquement sur une protection de la biodiversité ou sur des trajectoires émancipatrices sociales, mais bien sur des rapports entre humains et non humains. Voilà, je vous remercie de votre attention.